le sauvetage d'un enfant, un homme qui survivra à un accident complètement improbable et qui alimente encore aujourd'hui les débats. Et enfin, je vous présenterai le seul homme au monde reconnu officiellement comme ayant survécu aux 2 bombes atomiques. Salut tout le monde! Alors voici les 3 histoires vraies de cette vidéo. Mais avant, je voudrais remercier les derniers abonnés qui nous ont rejoints sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien. Je suis très touchée. Allez, maintenant je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti! Si je vous dis Jessica McClure Morales, je ne suis pas sûre que cela vous dise quelque chose. Jessica est née le 26 mars 86, a 36 ans et vit à Midland dans le Texas. Elle est mariée à Danny et ensemble ils ont 2 enfants, Simon âgé de 9 ans et Cheyenne 7 ans. Jessica est professeure adjoint d'éducation spécialisée. Toute la famille est heureuse et a une vie tout ce qu'il y a de plus normal. Mais pourtant, il y a 35 ans, Jessica a été victime d'un terrible accident. Elle est plus connue sous le surnom de Baby Jessica. Le 14 octobre 87, Jessica est dans la maison de sa tante à Midland. Alors je ne sais pas comment et je n'ai pas retrouvé d'informations à ce sujet, mais elle tombera dans le puits abandonné qui se trouve dans l'arrière-cour de la maison. Le puits fait presque 7 mètres de profondeur et seulement 20 cm de large par endroit. Les secours seront aussitôt appelés. Jessica est vivante, coincée dans une position très inconfortable puisqu'elle a une jambe bloquée au-dessus de son front. À cette époque, Jessica a seulement 18 mois. Il faut faire très vite. Alors, les secours tenteront d'abord de creuser une galerie parallèle au puits pour ensuite creuser un 2e tunnel à l'horizontale jusqu'à Jessica. Mais les marteaux-piqueurs n'avancent pas, en particulier dans la 2e galerie. Ils ne sont pas prévus pour percer dans ce sens à l'horizontale. Et pour compliquer encore plus la situation, la roche est vraiment extrêmement dure. Chaque heure compte. On fera alors intervenir des experts en ingénierie et des mineurs, des professionnels de la roche. Et c'est finalement un ingénieur minier qui trouvera la solution. Ils vont creuser la roche avec une technique industrielle qui consiste à couper toutes sortes de matériaux de texture grâce à un jet d'eau à très haute pression. On appelle ça la découpe au jet d'eau. Alors je suis allée regarder un peu en quoi ça consistait et j'ai vu qu'on pouvait couper des matériaux comme le métal en rajoutant dans l'eau un abrasif. Le pays entier suit le sauvetage en direct et tout le monde espère une fin heureuse. Les sauveteurs entendaient Jessica chanter, fredonner au fond du puits tout le long. Et c'est ce qui les rassurait puisque tant qu'elle chantait, cela voulait dire qu'elle était encore en vie. Au bout de 45 heures, les secours ont enfin réussi à creuser les 2 galeries. Mais il faudra encore plusieurs heures avant d'atteindre et de sortir l'enfant. Le passage était très étroit. Un homme va se proposer, va se porter volontaire pour se glisser dans les galeries et il s'agit de Ron Short. Il a une particularité, il est né sans clavicule. Donc on imagine que pour se contorsionner dans les tunnels, ça devait être plus facile pour lui. Mais finalement, ça sera l'ambulancier Robert O'Donnell qui se glissera dans les galeries creusées et qui réussira à atteindre Jessica. Et c'est donc à 20h, le 16 octobre, qu'elle sera enfin sauvée et sortie du puits. Elle aura passé en tout 58 heures coincée. Elle sera immédiatement transportée à l'hôpital. On peut dire que Jessica s'en sort bien, déjà parce qu'elle est vivante, et ensuite parce qu'elle n'aura pas beaucoup de séquelles. Elle subira quand même plusieurs opérations de chirurgie, et dont la plus importante est une amputation d'un orteil. Jessica déclare aujourd'hui n'avoir aucun souvenir de ce jour, que ce soit de sa chute, de son sauvetage ou des soins, des suites cliniques qu'elle a eues après. Elle ne se rappelle absolument de rien. Le président de l'époque était Ronald Reagan et il déclara que tous les Américains étaient devenus les parrains et les marraines de la petite Jessica. En 1989, un téléfilm basé sur cette histoire sortira et il s'appelle « Tout le monde est bébé, le sauvetage de Jessica ». Voilà, donc Jessica a vraiment frôlé la mort. Et j'ai aussi une pensée pour l'ambulancier qui a sorti Jessica du puits, Robert O'Donnell, puisqu'en lisant les articles, j'ai vu malheureusement qu'en 1995, il mettra fin à ses jours, tellement en fait il est resté traumatisé par ce sauvetage, même si ça s'est bien fini. Et il avait seulement 37 ans. Ce qui m'amène aussi à faire ce constat, c'est que je trouve qu'on ne parle pas assez de toutes ces personnes de l'ombre qui assistent à des drames, des scènes terribles,
tous ces hommes et femmes qui risquent leur vie pour en sauver d'autres. Donc une pensée aussi pour eux et une grande reconnaissance. Phineas Gage est né le 9 juillet en 1932 aux États-Unis. Gage va survivre à un accident très grave et très rare et qui aurait dû lui coûter la vie. En 1948, il a 25 ans et il exerce le métier de contremaître de chemin de fer. Il est considéré comme l'un des meilleurs contremaîtres de sa région. En cette journée du 13 septembre, il a été embauché avec son équipe pour dégager des rochers qui se trouvaient sur une voie ferrée. Ils ont l'habitude de ces interventions. Gage était chargé de placer de la poudre à canon dans un trou, puis de tasser la poudre, avec précaution bien sûr, avec une barre à mine. Et ensuite, ses coéquipiers devaient boucher le trou, soit avec du sable ou soit avec de l'argile. Alors je pense que vous le voyez venir, mais si vous ne connaissez pas cette histoire, vous n'êtes pas prêt. Tout va aller très vite. Une étincelle, puis une explosion. La barre à mine de Gage va, sous le choc de l'explosion, transpercer sa pommette gauche, passer sous son œil gauche et ressortir par le haut de son crâne. La barre à mine va complètement traverser son crâne, ressortir et atterrir 20 mètres plus loin par terre. Gage tombe en arrière sur le sol. Alors petit détail mais très important pour que vous puissiez vous rendre compte, la barre à mine pèse 6 kg, mesure 1,10 m de long et 3 cm de large. Et le bout était pointu comme un javelot. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris, mais la barre à mine a littéralement traversé son crâne et en est ressortie complètement. Et alors ce que j'ai lu par la suite était encore plus insensé. Gage se relève, marche et arrive même à parler. J'ai relu 2 fois pour être sûr que j'avais bien compris tellement ça paraît impossible. Il est pris de convulsions mais réussit à monter dans une charrette qui le ramènera à son hôtel. Arrivé là-bas, Gage s'assoit sur une chaise sous le porche en attendant les médecins. Il saigne beaucoup mais il est quand même toujours conscient et il parlera même avec des passants. C'est le docteur John Harlow qui le prendra en charge et le fera monter dans sa chambre. Alors pour les âmes sensibles, je ne vais pas expliquer ce que le docteur a fait à Gage. J'ai hésité mais j'ai trouvé que c'était quand même assez trash, assez gore. Vu la blessure, vous imaginez un peu le genre de soins. Voilà, et donc ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver les détails dans de nombreux articles sur internet. Gage perdra son œil gauche et il restera là aussi tout le long des soins conscient et il plaisantera même de la situation avec le médecin. Donc l'homme a quand même le crâne transpercé de part en part et lui, il fait des blagues, il a encore toute sa tête. Oui, le jeu de mots était un peu facile, je l'avoue, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Donc le lendemain, Gage se porte bien, mais ça ne durera pas longtemps puisque quelques jours après, il fera une infection au cerveau et il tombera dans le coma. Le docteur Harlow ponctionnera alors une partie du tissu cérébral à travers la cavité nasale. 2 mois plus tard, l'état de Gage s'est stabilisé. Il pourra rentrer chez lui et il emporte avec lui en souvenir sa barre à mine. L'histoire fera la une des journaux à l'époque, surtout les journaux à sensation. Que Gage soit vivant est perçu comme un miracle. Mais le milieu scientifique, lui, reste perplexe. C'est pourquoi en 1949, un autre médecin voudra rencontrer Gage. C'est le docteur Henry Bigelow, médecin à Harvard. Il constatera avec surprise qu'effectivement Gage marche, voit, entend et parle. Pour lui, l'examen de santé physique est normal. Donc pour rappel, nous sommes dans le début des années 50 et à cette époque, les connaissances dans le domaine de la neurologie sont tout juste à leur début et en plus, il n'existe pas tout le matériel que nous connaissons pour effectuer les examens de santé. Donc même si au niveau médical, en apparence, tout semble aller pour le mieux, au niveau mental, apparemment, c'est autre chose. La personnalité de Gage aurait changé, et je mets au conditionnel, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Gage était connu pour être un homme sérieux, très courtois, altruiste et doué en affaires. Après l'accident, il serait devenu vulgaire, égoïste, sans scrupules, et ses qualités d'homme d'affaires n'étaient plus. Il perdra même son emploi de contremaître. Mais cela reste, encore aujourd'hui, un cas très controversé. Les sources dont la science dispose sont les notes du docteur John Harlow, et ces notes sont plutôt maigres. Le médecin y décrit bien un changement de personnalité, mais cela a été évalué sur quelques jours, quelques semaines seulement. Le médecin ne connaissait pas Gage avant, donc il n'y avait pas de point de comparaison, et on ne retrouvera pas de témoignages ni de la famille ni de proches de l'homme. Donc il est quand même difficile à interpréter et à vérifier ce possible changement de personnalité. Le médecin qui a écrit ces notes ne connaissait pas la personnalité de Gage avant l'accident.
Du coup, le monde de la neurologie est plutôt divisé sur ce point. Voilà, donc je voulais être transparente avec vous sur ce que j'avais retrouvé. Et de toute façon, si j'ai voulu vous partager cette histoire, c'est avant tout parce que Gage a survécu à une barre de fer de 6 kilos qui a traversé son crâne. Ce qui est déjà là juste fou. Et encore plus quand on lit la suite, puisque quelques instants après l'accident, il se met à marcher, à parler et à récupérer l'ensemble de ses fonctions motrices. Voilà, et pour information, pour ceux qui ont envie d'aller voyager aux États-Unis, le crâne de Gage et sa barre à mine sont exposés au musée de la faculté de médecine de Harvard. Pour la dernière histoire, nous partons au Japon. Tsutomu Yamaguchi est né le 16 mars 1916 à Nagasaki. C'est là-bas qu'il vit. Le nom de la ville vous évoque sûrement quelque chose, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la deuxième ville qui a été bombardée par les États-Unis avec une bombe nucléaire durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est aussi, jusqu'à aujourd'hui, la dernière ville à avoir été victime d'un bombardement atomique. Si je prends le temps de vous expliquer, c'est parce que forcément, c'est au cœur de cette histoire. Je m'excuse d'avance aussi pour le prénom que je vais sûrement écorcher. Je ne parle pas du tout japonais. Tsutomu était sur place quand la bombe a été lâchée, mais ça n'est pas ça qui lui donne une particularité. Je vous explique. Le 6 août 1945, il se rend dans la ville d'Hiroshima. Il a 29 ans et à cette époque, il est ingénieur sur les chantiers navals. C'est un déplacement professionnel et il est sur le point de rentrer chez lui quand la première bombe atomique de l'histoire, en temps de guerre, sera lâchée sur la ville. Tsutomu se trouve à 3 km de l'impact et dira plus tard avoir vu la bombe tomber. Après l'explosion, il perdra connaissance. À son réveil, c'est l'horreur, bien évidemment. Il est brûlé au 3e degré, sur une partie du visage et sur le haut du corps. Il a perdu la vue, l'ouïe, mais heureusement ça sera momentané. Alors inutile de vous dire l'effroi pour lui quand il reprendra ses esprits. Il passera la nuit dans un abri, et dès le lendemain, il sera de retour chez lui à Nagasaki, complètement sous le choc. Nagasaki se situe environ à 300 km d'Hiroshima au sud-ouest. Et il ne le sait pas encore, mais 2 jours plus tard, sa ville sera bombardée par la deuxième bombe nucléaire, le 9 août à 11h du matin. Et là aussi, il se trouve à seulement 3 km de l'impact. Tsutomu survivra à la deuxième bombe. Donc il a survécu à 2 bombes atomiques en l'espace de 3 jours. Le gouvernement japonais lui reconnaîtra le statut d'Ibakusha pour Nagasaki. C'est un statut spécial de survivant à la bombe nucléaire qui donne droit à des prestations sociales particulières et à un suivi médical. Mais par contre, pour Hiroshima, le gouvernement japonais mettra 64 ans avant de reconnaître qu'il y avait également survécu. Il a donc eu le double statut d'Ibakusha et sera le seul homme au monde, jusqu'à aujourd'hui, à être reconnu officiellement comme survivant des 2 bombes atomiques de l'histoire. Alors il y a eu d'autres rescapés, bien évidemment, mais il fut le seul identifié officiellement. Après ces 2 terribles traumas, il restera muet et il ne parlera pas. Les explosions hantent ses nuits et il restera traumatisé. Surtout que sa femme et son premier fils décéderont tous 2 de cancer généralisé. Et malheureusement, son 2e fils en 2005 décédera des mêmes causes. Alors même si cela n'a pas été prouvé, lui est convaincu que leur mort est due aux radiations. Et c'est à partir de là, à l'âge de 89 ans, qu'il sortira de son mutisme et qu'il commencera son combat contre le nucléaire. Il écrira un livre et il ira dans les écoles pour apporter son témoignage. En 2006, à la tribune de l'ONU, il demandera l'abolition des armes nucléaires lors d'un discours. Et le célèbre réalisateur James Cameron ira le rencontrer et avec son argent personnel rachètera les droits du livre de Tsutomu. Alors je suppose que c'est sûrement dans l'idée d'en faire un film ou un documentaire. Si je ne me trompe pas, il n'a toujours pas été réalisé. Par contre, j'ai retrouvé qu'un court-métrage avait été fait en 2011 qui raconte cette histoire. Il s'appelle Twice, j'ai survécu à 2 bombes nucléaires. Il a été produit et réalisé par le japonais Hidetaka Inazuka et James Cameron apparaît dans le court-métrage. Tsutomu décédera le 4 janvier 2010 à l'âge de 93 ans d'un cancer de l'estomac. Donc il décédera avant la sortie du court-métrage. J'espère que ces 3 histoires vous auront intéressé. Si vous êtes encore là en train de m'écouter parler, c'est que c'est sûrement le cas, donc merci à vous. Dans les abonnés, j'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient du Canada, de Suisse ou encore de Belgique. N'hésitez pas à me dire de quelle ville vous regardez mes vidéos. Je ne m'y suis pas habituée encore et je trouve ça fou de me dire qu'il y a des gens aussi loin et de différents pays. Donc voilà, je trouverais ça sympa de savoir quelle ville. Et même pour ceux qui sont en France, bien sûr.
Je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bon courage à ceux qui préparent la rentrée. Je sais que pour les professeurs, alors je ne sais pas si c'est tous, c'est aujourd'hui. Et bon courage pour les élèves, les étudiants, s'il y en a qui écoutent. Voilà, donc prenez soin de vous et on se retrouve très vite, je l'espère. Salut!